Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des sciences et des techniques dirigé par Paul de Hevels. Émission préenregistrée pour la première partie le 23 mai 2018, pour la seconde partie le 14 mars 2018, diffusée vendredi 1er juin 2018 de 18h à 21h et réalisée par Arnaud, Franck et Benoît. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Bonsoir chers auditeurs, pour cette nouvelle émission du Libre Journal des Sciences et des Techniques. Je vous rappelle que cette émission a une périodicité de 4 semaines et est diffusée comme date princeps en quelque sorte le vendredi soir de 18h à 21h et ensuite diffusée dans la nuit de samedi à dimanche de 2h à 5h et ensuite dans la matinée du dimanche donc suivant de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est animé par votre serviteur Paul de Hevels et vous pouvez me joindre et poser des questions ou bien en écrivant à la radio à Radio Courtoisie, ou bien en envoyant un message internet, un courriel, à l'adresse mail suivante, Paul, le prénom, sans séparation, de Hevels, D-E-H-E-U-V-E-L-S, donc Paul de Hevels en un seul trait, @sfr.fr. Et je m'efforcerai de répondre à vos questions. Ce libre journal est préenregistré, donc vous ne pouvez pas poser de questions en direct, mais je vous en prie, adressez vos questions à la radio et je transmettrai, le cas échéant, si c'est nécessaire, ces questions à nos invités. Dimanche 10 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 10 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils seront heureux de vous dédicacer leurs œuvres. À 11h30, conférence du professeur de Hevels de l'Institut sur les nouveaux scandales de la santé et de l'environnement. À 13h30, remise du prix Grand-Duc de la réinformation. À 14h, présentation et signature par Jean-Marie Le Pen du tome 1 de ses mémoires. Grande première. Tout au long de la fête, un programme spécial sera diffusé en direct sur notre antenne depuis l'espace Champéret. Retenez, dimanche 10 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrécher, métro, porte de Champéret. Entrée 5 €, gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation et pour les personnes de moins de 26 ans. Alors nous avons aujourd'hui 2 invités et le thème de notre émission, c'est les ravages des ondes électromagnétiques avec comme sous-titre les compteurs entre guillemets intelligents, Linky et Gaspard, qui, comme vous allez le voir, posent toutes sortes de problèmes. Alors, comme invités, nous avons 2 personnes extrêmement compétentes sur le sujet. D'une part, Madame Dominique Souillac, qui est créatrice et porte-parole de l'association EHS France pour la reconnaissance de l'électro-hypersensibilité et la défense des électrosensibles. Alors je vais donner l'adresse internet de Madame Souillac, si vous voulez lui adresser vos questions directement. Et c'est l'adresse de EHS France, c'est EHS France, en un seul trait, @gmail.com. Et je suis convaincu par les demandes d'auditeurs qu'il y a beaucoup de personnes qui voudront poser des questions à Madame Souillac. Alors Madame Souillac est une personne hyper diplômée, qui a toutes sortes de diplômes. Je vais en retenir 2 d'entre eux. Madame Souillac est juriste, elle a un DESS de droit et elle est également diplômée en psychologie. Et je crois que l'appellation à laquelle vous voulez qu'on rapporte votre activité, c'est lanceuse d'alerte. Et c'est là-dessus que nous allons rester. À côté de Madame Souillac, vous avez Madame Irène Sauty de Chalon,
qui est professeure de lettres et lanceuse d'alerte et qui est très concernée par les sujets que nous allons étudier à la radio. Alors, sur ces questions, je pense que si vous voulez compléter la brève présentation que j'ai faite, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Il y a d'abord le problème des personnes qui sont reconnues comme sensibles aux ondes électromagnétiques, alors qu'on les appelle électrosensibles ou électro-hypersensibles. Disons, ce sont des personnes qui sentent lorsqu'il y a un champ électromagnétique et que ça incommode en général fortement. Et vous avez d'autre part, à côté de ceci, la multiplication éperdue des origines d'émissions électromagnétiques qui sont, nous allons y revenir, non seulement pour le téléphone sans fil, bien sûr, avec des réémetteurs de téléphone sans fil. Vous avez également dans tous les locaux, y compris dans les trains, dans le métro, dans la SNCF, dans les avions même, des émissions de Wi-Fi. Vous avez ça maintenant dans les hôtels, dans les gares, partout. Et le Wi-Fi, c'est un système de diffusion pour la communication d'ondes électromagnétiques. Et vous avez des tas d'autres sources. Et ces sources vont naturellement incommoder les personnes qui sont sensibles à ces ondes. Alors, je ne vais pas faire l'émission tout seul. Au contraire, je voudrais que l'une de vous deux, mesdames, veuille bien commencer à parler de toutes ces questions et des problèmes qu'elles posent. Alors, par exemple, Madame Souillac, pourriez-vous initier le processus d'explication ? Alors, vous avez quand même bien présenté le problème de l'électrosensibilité des personnes électro-hypersensibles, mais enfin, on peut peut-être quand même compléter un peu. Je voudrais juste rappeler pour les personnes qui ne connaissent pas que l'électro-hypersensibilité, en fait, se constate, on va dire en quelque sorte, à partir du développement de nombreux symptômes, c'est-à-dire ça peut être des maux de tête, des céphalées, des hausses de tension, de la tachycardie, des rougeurs, enfin, etc. Et que, en fait, ces symptômes se développent suivant, en fait, le type de fréquence auquel la personne est exposée. Bon. Ce qui veut dire en fait que, c'est pour revenir au fait que l'électro-hypersensibilité n'est pas une maladie, mais un handicap environnemental qui vient en fait d'un environnement qui pourrait être considéré comme toxique puisqu'il provoque des symptômes non seulement pas agréables, mais qui peuvent être aussi dangereux, comme par exemple évidemment les hausses de tension, les saignements de nez, les choses comme ça peuvent à terme quand même être très dangereux. Donc, on est en présence d'un handicap environnemental, pas d'une maladie. Pourquoi ? Tout simplement parce que une maladie, c'est quelque chose, c'est une défaillance du corps. On pourrait dire qu'il se déplace avec le corps lui-même. Vous avez la grippe, où que vous alliez, vous avez la grippe. Un handicap environnemental, c'est quelque chose qui se développe face à l'environnement. Et donc, tout simplement, quand vous êtes électro-hypersensible, vous changez d'environnement, vos symptômes s'atténuent, disparaissent, s'aggravent, suivant les caractéristiques du nouvel environnement dans lequel vous êtes. Donc ça veut dire concrètement que l'électrosensibilité ne se soigne pas, ne se traite pas et ne se guérit pas. On peut simplement, par contre, aider pour les personnes électrosensibles qui ne peuvent pas se protéger en permanence. On peut trouver des solutions pour aider le corps à supporter cette agression plus facilement. Alors justement, j'embraye sur la suite de vos propos, c'est que vous dites que l'électrosensibilité n'est pas une maladie, mais la définition de l'électrosensibilité, c'est d'être sensible aux ondes électromagnétiques, bien entendu. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, et je pense que nous allons revenir sur ce sujet dans toute la suite de notre émission, une personne même fortement électrosensible, n'est pas incommodée dans un milieu naturel. Parce que le milieu naturel, il n'y a pas d'émission d'ondes électromagnétiques, si l'on fait exception de la lumière. Si vous voulez, la lumière, bon, c'est une onde particulière, mais d'ailleurs, vous avez des personnes qui sont très incommodées par les lumières fortes, mais ce n'est pas la question. Donc, les personnes dans un milieu complètement naturel n'ont aucune raison de souffrir en quoi que ce soit de leur sensibilité particulière aux ondes électromagnétiques. Un des problèmes majeur qui se pose, c'est qu'on agresse ces personnes en multipliant les sources d'émissions de façon artificielle. Parce que, bien entendu, vous avez, d'une part,
les ondes de la radio, qui sont en fait relativement faibles et qui sont diffusées partout, mais qui, disons, c'est à un niveau relativement modeste. Mais en ce qui concerne, par exemple, les ondes Wi-Fi ou les ondes Bluetooth, enfin, ce sont des termes anglais, mais tout le monde les connaît, que l'on va mettre, par exemple, à l'intérieur de locaux fermés, comme le métro, les avions, les automobiles, c'est quelque chose qui n'existait pas avant et qui devient un facteur d'agression pour ces personnes qui vivaient très bien sans ça. Est-ce que je résume bien le problème? Oui, c'est exactement ça. Et c'est aussi la différence justement avec les champs électromagnétiques naturels. Là, on parle bien de micro-ondes pulsées artificielles. Alors, le fait qu'elle soit pulsée est justement la chose essentielle, parce que le téléphone, si vous voulez, un téléphone portable n'émet pas en permanence, et lorsque il s'enclenche, il va émettre, si vous voulez, sur un mode pulsé qui n'est pas naturel, et ça va s'arrêter au bout d'un certain temps. Alors par contre, vous avez des émissions beaucoup plus permanentes, comme celles des réémetteurs de téléphonie, qui sont, eux, deviennent de plus en plus présents. Oui, enfin, un téléphone émet quand même toujours, même s'il est en veille. Maintenant, il émet moins que s'il est en communication. Voilà. Alors, je disais ça par rapport au champ par rapport aux micro-ondes pulsées, parce qu'évidemment, on ne manque jamais de voir sur Internet, sur les forums, des commentaires satiriques, moqueurs, à l'encontre des électrosensibles, en disant le rayonnement de la Lune, ça les gêne pas, etc. Non, le rayonnement de la Lune n'est pas du tout de la même nature que des micro-ondes pulsées artificielles. Voilà. En gros. Et là, on parle bien de ça, et on est là-dedans. Alors, il y a maintenant, on parle bien de champs électriques et de champs magnétiques. On est bien là-dedans. En général, c'est effectivement tout ce qui touche ce qu'on appelle le sans-fil, c'est-à-dire la téléphonie mobile, le Wi-Fi, mais ça peut être aussi, pour certaines personnes hélas, tout ce qui touche l'électricité, le 50 Hz, et étant donné qu'il y a des personnes électrosensibles qui ne supportent pas la lumière, hélas, la lumière classique, et qui sont donc obligées de vivre à la bougie. Bon. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que les symptômes, pour revenir à l'électrosensibilité, après on reviendra dessus encore plus en détail, mais pour revenir sur l'électrosensibilité, en fait, ce sont des symptômes qui ont été définis il y a très très longtemps par l'OMS, qui a fait une liste très très détaillée de tous les symptômes. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, et qui est, qui coiffe tous les systèmes de santé des pays du monde. Voilà. Donc ces symptômes-là ont été répertoriés il y a très longtemps. Le seul souci était que, en fait, ce qui posait problème, c'était la mise en relation de causalité avec les champs électromagnétiques. C'est-à-dire qu'on répertoriait les symptômes, mais on ne disait pas, on ne les attribuait pas au champ électromagnétique. Voilà. Tout le problème vient de là à la base. Et en fait, donc c'est ça qu'on réclame depuis. Alors que les personnes électrosensibles savent très vite d'où viennent leurs symptômes et savent très vite aussi faire la relation avec les champs électromagnétiques, puisque c'est très simple. Vous avez des symptômes, vous changez de lieu, vous êtes dans un environnement où il n'y a pas d'antenne, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de téléphonie mobile, et vous vous sentez parfaitement bien, vous n'avez plus rien. Vous revenez en ville près d'une antenne relais, ça y est, ça recommence. Vous repartez, enfin, on vérifie très très vite. Et c'est pour ça qu'il n'y a absolument pas besoin d'études pour démontrer il n'y a pas besoin de constats. Les électrosensibles savent vraiment très bien ont parfaitement analysé la situation et c'est sans ambiguïté. Alors évidemment, les détracteurs disent « Ah, mais c'est psychologique, c'est parce qu'ils voient l'antenne relais que les symptômes se déclenchent, etc. » Faux. Parce que vraiment, les électrosensibles sont des vrais radars. Vraiment, ils peuvent même détecter des sources de champs électromagnétiques que personne ne connaît. Et c'est justement leurs symptômes qui permettent de dire que là, il y a un problème qui ne se voyait pas forcément. Alors, je voudrais dire quand même que il y a une discussion que nous devons faire à la lumière des informations, madame, que vous avez. Je répète que nos interlocuteurs d'aujourd'hui, c'est madame Dominique Souillac et madame Irène Sauty de Chalon, qui sont tous les deux concernés par les problèmes des ondes électromagnétiques et des électrosensibles. Je pense à ma jeunesse, lorsque j'avais 7-8 ans, eh bien, j'ai construit un poste à galène
avec une grande antenne qui faisait 20 mètres de long, et avec un condensateur et un redresseur, eh bien, j'arrivais à entendre les France Inter, et cette émission de France Inter suffisait à animer un écouteur, c'est-à-dire on l'entendait très fort, avec simplement une antenne dans le jardin. Et donc il n'y avait pas, dans ce poste de radio amateur, il n'y avait pas du tout d'assistance, d'amplification de piles, c'est-à-dire ce sont les ondes qui étaient suffisantes pour faire marcher un écouteur. Vous voyez, donc c'était quelque chose d'assez fort, et le France Inter, et si je ne m'abuse, était sur 162 kHz, c'est-à-dire 162 000 Hz, c'est-à-dire une vibration 162 000 fois par seconde, et c'est ce qu'on appelle des grandes ondes. Alors, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, ceci existe depuis des années, et personne ne s'est jamais plaint des émissions en grandes ondes. Par contre, les personnes qui se plaignent de plus en plus, c'est par les émissions de téléphonie mobile et du Wi-Fi qui, elles, ont lieu sur... c'est 2 MHz, je me trompe? Non, ça dépend. Le Wi-Fi, c'est 2,4 GHz. 2,4 GHz, c'est-à-dire après, la téléphonie mobile... C'est la fréquence quasiment des micro-ondes. C'est celle qui est utilisée pour chauffer. Ce sont des fréquences beaucoup plus élevées. Alors, est-ce que vous avez des informations qui permettent de relier les syndromes détestables que subissent les électrosensibles à la fréquence? Il n'y a pas d'information scientifique établie. C'est ça tout le problème de l'électrosensibilité, en fait. C'est que déjà, il y a quelques études concernant l'électrosensibilité, mais pas énormément, parce qu'elles sont quand même extrêmement difficiles à réaliser, étant donné qu'encore une fois, ce sont des symptômes qui varient sans arrêt, qui varient suivant les personnes aussi, c'est-à-dire que tous les électrosensibles n'ont pas les mêmes symptômes, ils varient suivant l'environnement, donc étant donné que c'est quelque chose d'extrêmement fluctuant, il est extrêmement difficile de faire une étude. Il faudrait vraiment suivre des personnes électrosensibles en analysant d'un côté exactement leurs caractéristiques corporelles, leurs symptômes, etc. Et dans le même temps mesurer de façon extrêmement précise quel est leur environnement. Oui, alors, bien entendu, je pense que maintenant, aujourd'hui, même un amateur a des outils pour mesurer l'intensité des champs électriques. Vous avez des appareils qui sont vendus par les sociétés, de matériel électronique, et vous pouvez, pour une somme comprise entre 200 et 500 euros, avoir un appareil qui mesure l'intensité des champs électriques posés par les différentes fréquences. Alors, ce qui se passe, c'est que la fréquence la plus présente, c'est celle qui est de 50 Hz, ça correspond 50 oscillations par seconde, c'est celle qui correspond au courant électrique classique. Après, vous avez bien entendu les fréquences vocales, qui se situe entre 1000 et 2000 Hertz, mais il n'y a pas beaucoup d'émissions à ce niveau-là. Et puis ensuite, vous allez tout de suite vers les émissions de radio, et les plus basses sont celles des grandes ondes. Et puis ensuite, après, vous allez jusqu'à la modulation de fréquence, et la modulation de fréquence, c'est par exemple 95.6 MHz, c'est l'émission, c'est la fréquence de Radio Courtoisie. Chers auditeurs, branchez-vous sur cette fréquence-là. Et puis ensuite, après, vous avez des fréquences beaucoup plus élevées qui sont celles de la télévision, du micro-ondes, et on arrive à 2,2 GHz, qui est actuellement la fréquence la plus usitée pour le téléphone. Et donc, nous baignons, je crois, oui, c'est bien ce que vous avez dit, non ? Non. 2,4, c'est le Wi-Fi. Oui. Et le téléphone, non, c'est 900 MHz. Enfin, ça dépend, mais ça a tendance à monter. Oui. 3G, bon, alors 4G, je dis des etc. bêtises, mais si vous voulez, c'est de cet ordre, ça croît énormément. Et alors, ce qui se passe, c'est que on n'a pas vu, lors du développement des grandes ondes dans les années 60-70, il n'y a pas eu beaucoup de protestations de personnes électrosensibles. Peut-être qu'elles l'étaient déjà, mais elles étaient trop isolées pour se manifester. Par contre, on voit beaucoup de gens qui maintenant se plaignent des antennes relais, du Wi-Fi et du téléphone sans fil. C'est bien cela.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça se passe comme s'il y avait un espèce de capital soleil, on pourrait dire aussi. C'est-à-dire qu'on dirait que le corps humain de chacun de nous supporte un certain seuil, un certain niveau de champ électromagnétique. Et en dessous de ce niveau, il ne dit rien. Voilà, il ne ressent pas particulièrement, il ne dit rien. Et il y a un espèce d'effet levier, d'effet déclencheur à un moment donné, qui là va arriver vraiment suivant chaque personne, où tout à coup on dirait que le corps ne supporte plus. Et ça y est, il veut plus en entendre parler. Et on peut l'emmener, le mettre à la campagne, le reposer loin de tout ça. Dès qu'il revient, il reconnaît ce signal qui l'avait agressé. Il ne veut pas en entendre parler. Et donc, mais c'est complètement fluctuant. Ce qui fait qu'il y a des personnes, par exemple, qui ne deviennent électrosensibles qu'à une fréquence. Par exemple, il y a des personnes qui ne sont sensibles qu'au Wi-Fi et qui vont supporter d'avoir un téléphone portable, les ampoules basse consommation, enfin tout, oui, sans aucun problème, mais pas de Wi-Fi. Il faut aussi dire que les ampoules basse consommation émettent des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire qu'en fait, les ampoules anciennes qui étaient avec un filament qui s'échauffait et ensuite qui arrivait à devenir, disons, à éclairer par cet échauffement, sont remplacées aujourd'hui par des ampoules qui, elles, émettent des rayonnements, et en fait il est même conseillé pour certaines de ces ampoules, même si on n'est pas électrosensible, d'éviter de s'en servir dans les lampes de chevet. Est-ce que je me trompe ? Absolument, oui, il faut qu'elles soient à une certaine distance de la tête, il ne faut absolument pas les avoir près de la tête. Elles contiennent également du mercure. Ces ampoules, donc elles sont à éviter pour différentes raisons. Mais c'est-à-dire, il est évident que si elles se cassent, ça peut provoquer une pollution. Mais ces ampoules nouvelle formule, eh bien, émettent de façon très significative des ondes disons, sensibilisantes ou potentiellement dangereuses. Je dis bien dangereuses pour les gens qui sont électrosensibles. Et même les fabricants se suggèrent de ne pas utiliser ces lampes comme lampes de chevet. Enfin bon, j'ai vu ça en particulier sur des emballages d'ampoules, ce qui montre que le problème semble être sérieux. Oui, absolument. Alors donc, au niveau donc des personnes électrosensibles, il y a eu, donc comme je disais au départ, il y a eu un listing de symptômes. Bon, maintenant, je crois qu'il y a quand même plus grand monde pour dire que les personnes électrosensibles, en fait, relèvent de la maladie mentale, avec des symptômes imaginaires qui ne sont fondés sur rien. Ça, je crois. Enfin, il y a encore quelques personnes qui. Madame, Juste une parenthèse, puisqu'on est dans le sujet de l'impact sanitaire, ce n'est pas nouveau, puisque dans les années 50, il y a eu un bombardement entre guillemets d'ondes électromagnétiques sur l'ambassade des États-Unis en URSS à l'époque. Et tout le personnel a été malade, et cet épisode est relaté par Jean-Pierre Lantin dans son livre Les ondes qui soignent, les ondes qui tuent. Donc visiblement, l'armée, la défense avait déjà cette technologie bien en main, bien avant qu'elle ne nous soit donnée dans les années 90-2000. C'est exact, c'est-à-dire que, mais il faut quand même, c'est une question de dose, et aujourd'hui, eh bien, la presse a amplement relaté le cas de l'ambassade américaine à Cuba, parce que les Américains ont renoué les relations diplomatiques avec la République de Cuba, et les personnes habitant cette ambassade ont été fortement incommodées par des rayonnements de nature qui n'est pas précisée. Alors, ce qui fait que, bien entendu, c'est très clair. Si vous avez, par exemple, un micro-ondes, eh bien, il y a des sécurités pour empêcher ça, mais si vous mettiez la main dedans, eh bien, elle serait brûlée très rapidement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui provoque un échauffement. Mais comme beaucoup de fréquences, en particulier de téléphonie mobile ou d'émissions d'ondes par Bluetooth, Wi-Fi, sont à peu près de cet ordre de grandeur, il y a un effet d'échauffement qui est un effet proche de l'émetteur. Et je dirais que les personnes qui téléphonent avec un téléphone sans fil sont parfois incommodées par le fait de le mettre proche de l'oreille, ça provoque un échauffement. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et en fin de compte, si vous voulez, on est passé
d'émissions relativement modérées, c'est-à-dire par exemple les grandes ondes dans les années 50, 60, ensuite les ondes moyennes, ensuite la modulation de fréquence. Et ça, ce sont les personnes qui ont été incommodées par ces ondes au départ, eh bien, se sont plaintes de ces ondes lorsqu'elles étaient au voisinage de l'émetteur. Mais aujourd'hui, maintenant, vous avez des émetteurs partout. Chaque petit téléphone sans fil est un émetteur, un ordinateur portable a un émetteur-récepteur sur le Wi-Fi qui est un système de communication par ondes électromagnétiques dans la maison. La box, bon, c'est ce qu'on appelle la box, c'est un modem. Alors modem, vous me direz, c'est encore un terme technique, mais c'est un décodeur de signal Internet. Et ce modem ou cette box, eh bien, va émettre également du Wi-Fi pour pouvoir connecter ces appareils dans la maison. Donc on multiplie de façon complètement anarchique les émissions d'ondes électromagnétiques. Et là, maintenant, eh bien, il y a une cohorte de personnes qui ont fait le lien entre ces émissions et toutes sortes de symptômes qui font qu'ils en sont incommodés. Alors, vous avez cité les migraines, les céphalées, même les saignements de nez, la tension, toutes sortes de choses, et en fait, surtout que ces personnes se sentent extrêmement mal au voisinage d'un émetteur. Est-ce que j'en ai oublié ? Il y a plein de symptômes, hein. Ça peut être des décharges dans les jambes, dans la bouche. Dans les personnes, par exemple, qui ont du métal dans la bouche peuvent prendre des décharges. Enfin, il y a toutes sortes de symptômes. Les pacemakers également. Oui, mais ça, c'est pas les électrosensibles. Enfin, ça, c'est les risques. Voilà. Ça peut être des picotements, des rougeurs sur toute la peau, des vertiges. Enfin, il y a énormément de symptômes. C'est pour ça que c'est très difficile quand on voit tout à coup, quand on est chez soi tranquillement, et qu'on voit tout à coup des symptômes qui apparaissent, qui sont finalement des symptômes qui peuvent être, vous voyez, des maux de tête, des nausées, des vertiges. Bon, finalement, ça peut arriver pour des tas de raisons, ce genre de choses. C'est pas un symptôme vraiment discriminant, particulier, spécifique. Donc, vous pouvez tout à coup vous dire pourquoi j'ai ma tension qui monte, pourquoi j'ai des vertiges. Bon. On ne trouve pas forcément pourquoi. Là, vous allez aller voir votre médecin, il va faire des analyses, il va rien trouver. Tout va bien. Vous n'avez aucun problème particulier. Bon. Alors donc là, vraiment, pour moi, vraiment ce que je conseille, le principal moyen de trouver tout de suite ce que c'est surtout changer d'environnement, aller voir dans des environnements moins exposés, plus calmes, à la campagne, etc., ce qui se passe. Si vous voyez qu'aussitôt vous n'avez plus de nausées, votre tension va mieux, vous n'avez plus de maux de tête, ça se calme. Et quand vous rentrez chez vous, tout à coup, ça recommence. Bon, ça, c'est déjà un indicateur que le problème est chez vous. Ce n'est pas vous qui l'avez, il est chez vous. Après, il faut identifier ce que c'est, parce que ça peut être, je sais pas, moi, une fuite de gaz, des odeurs, enfin, ça peut être tout à fait autre chose. Donc après, il faut regarder ce qu'il y a de particulier chez vous, qu'est-ce qui vient de changer, etc. Il faut affiner. Mais c'est vraiment le premier signe, vraiment le premier déclencheur, la première identification de l'électrosensibilité, c'est est-ce que ça change suivant les lieux où vous êtes ? Alors, je voulais abonder dans votre sens, Madame Souillac, pour dire que les électrosensibles, d'après un certain nombre de statistiques faites par les pays scandinaves, comme suite aux recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, ont essayé d'évaluer les personnes qui sont, alors bon, il y a une question de vocabulaire, qui sont, mais disons, électrosensibles, c'est-à-dire sensibles aux ondes, au point que ça entraîne chez eux tout un syndrome, une collection de symptômes désagréables qui rendent la vie difficile. Et ils arrivent à des chiffres qui ne sont pas négligeables, c'est-à-dire de l'ordre de 3, 4, 5% peut-être de personnes qui ont des symptômes caractérisés qui montrent qu'ils sont incommodés par les ondes. Alors moi je connais par exemple, vous en connaissez aussi bien sûr puisque vous êtes très concerné par le problème, des personnes qui sont véritablement électrosensibles, c'est-à-dire qui ne supportent pas un environnement saturé d'ondes comme le téléphone sans fil, le Wi-Fi, qui ne peuvent pas prendre le métro, qui ne peuvent pas même aller dans un environnement urbain. Et d'ailleurs pour se rendre compte de ça, puisque tout le monde maintenant, ou presque,
en ville un portable, un ordinateur portable, je dis tout le monde, c'est pas vrai à la campagne, mais disons de plus en plus, eh bien, lorsque vous avez un ordinateur portable, vous avez la possibilité de chercher quelles sont les sources de Wi-Fi auxquelles on peut se connecter. Vous faites ça en ville, à Paris, vous en trouvez parfois 20, 30. Plus même, oui. C'est tous les gens d'un immeuble, tous les gens de l'immeuble à côté. Tous les Wi-Fi communautaires. Oui, et là, vous trouvez une masse absolument énorme de Wi-Fi qui attendent qu'on s'y connecte. Et là-dessus, par contre, vous allez à la campagne dans des endroits qui ne sont pas couverts par ces émissions et vous avez rien du tout. Et c'est là où véritablement vous dites, pour voir si on est électrosensible, il faut aller voir si on est mieux à la campagne qu'en ville. Mais bon, on est peut-être mieux à la campagne qu'en ville pour des tas d'autres raisons. Hein. Oui, mais aussi mieux à la campagne, mais pas près d'un château d'eau où il y aurait des antennes relais. Enfin, toute la campagne n'est pas tranquille. Il y a même de moins en moins de zones de campagne qui soient épargnées par la prolifération des champs électromagnétiques. Il faut bien savoir que ces ondes sont vraiment identifiées comme la source de tout un ensemble de nuisances extrêmement bien caractérisées. Et avant, on disait oui, on va à la campagne, on va respirer le bon air pur. Ça aussi, ça compte. Mais si vous voulez, ce n'est pas l'air que vous avez dans un environnement de ville qui va d'un seul coup subitement vous provoquer des nausées et des migraines, c'est peut-être autre chose. Et cette autre chose, on le découvre parce que vous avez des personnes qui ont découvert leur électrosensibilité, par exemple, lorsqu'on a construit à côté de chez eux un émetteur relais de téléphonie. Vous avez peut-être des exemples, Madame Sotil-Chalon. Oui, j'ai un exemple très proche de moi puisqu'il s'agit de mon propre fils. Personnellement, je ne suis pas très sensible aux ondes, enfin je le suis comme tout le monde. Mais mon fils, qui était étudiant à l'époque, ne présentait aucun problème de santé particulier et nous habitions Boulogne. Et du jour au lendemain, il s'est mis à avoir des migraines et des problèmes de concentration. Il ne pouvait plus travailler dans sa chambre et un jour il m'a dit « je vais dormir dans le salon », qui pourtant n'est pas une pièce très intéressante pour un jeune, surtout dormir par terre dans un salon. Et effectivement, là, j'ai commencé à rechercher ce que disait Madame Souillac tout à l'heure, c'est-à-dire s'il y avait eu un changement dans l'environnement immédiat. Et j'ai découvert effectivement que Orange avait installé une antenne sur un mât, un pylône d'éclairage public, ce qui est quand même très invisible. Et il a fallu faire quand même certaines recherches, s'apercevoir que l'autorisation avait été donnée en amont. Mais grosso modo, je simplifie, je résume. Il m'a fallu à peu près 18 mois avec des courriers à raison de 3 courriers environ par semaine au service d'hygiène de la mairie pour obtenir le démontage de cette antenne d'Orange qui n'avait pas lieu d'être puisque c'était un changement de destination de cet éclairage public. Et à partir de là, effectivement, mon fils a pu réintégrer sa chambre. Ce qui prouve bien qu'il y a une corrélation très nette entre l'installation d'une antenne à moins de 20 mètres face à soi et les conséquences et les symptômes qui sont liés. Oui, alors c'est justement, il faut dire aux personnes qui sont victimes de tels symptômes, c'est-à-dire d'un seul coup qui attrapent des migraines non justifiées. Vous savez, la migraine, ça peut y avoir des tas de choses qui peuvent provoquer la migraine, et on pense, bien entendu, lorsque simplement une consommation de boissons alcoolisées, ou un manque de sommeil, trop de café, enfin toutes sortes de choses, et en fait, en pratique, vous avez beaucoup de gens qui ne font aucun abus, qui ne consomment pas 3 litres de café, qui vont essayer de dormir tranquillement la nuit et qui ne boivent pas d'alcool, qui d'un seul coup attrapent des migraines. Et il est possible que précisément l'origine de ces migraines soit dans un changement d'environnement avec la présence d'ondes électromagnétiques importantes. Alors, lorsqu'on dit ça, je dis à tous les sceptiques qu'ils aillent voir sur Internet, on peut trouver simplement ce qu'en dit le système de santé scandinave, qui clairement maintenant considère que c'est quelque chose qui existe, qui est fréquent à une proportion de l'ordre de 3% de la population, ce qui n'est pas rien. Mais je voulais quand même
comme Madame Sauty de Chalon, parler d'une chose que j'ai vécue moi-même. Il se trouve que, devant me servir du Wi-Fi pour naturellement des raisons professionnelles, j'ai installé un Wi-Fi qui se trouvait être à proximité de ma chambre à coucher, parce que simplement je n'ai pas un logement comme le château de Versailles, et de toute façon le Wi-Fi doit être à proximité des ordinateurs pour pouvoir être entendu. Et ayant fait ça, j'ai découvert que lorsque je laissais le Wi-Fi allumé pendant la nuit, eh bien j'étais réveillé à 2 heures du matin, quoi que je fasse, et vraiment bien réveillé. Alors je me suis rendu compte que c'est chaque fois que je n'éteignais pas le Wi-Fi pendant la nuit, et j'ai fait ensuite des expériences en faisant éteindre le Wi-Fi ou en le faisant rallumer sans que je le sache, et à chaque fois que le Wi-Fi n'était pas allumé, j'ai passé des nuits impeccables, du début jusqu'à la fin. Alors il y a donc quelque chose. Et quelque chose, je dis que peut-être, moi je prétends pas être électrosensible de façon importante, mais le fait de ne pas dormir la nuit, c'est un symptôme modéré. Alors, je n'attribue pas encore mes migraines à l'électrosensibilité, mais franchement, je dis que c'est quelque chose de désagréable de ne pas dormir la nuit, et je pense que, en fait, tout le problème vient qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles à cela. Alors, on va dire, les biologistes vont dire, mais en quoi les ondes électromagnétiques peuvent-elles interférer, par exemple, avec le fonctionnement du cerveau, au point de provoquer des migraines ou d'autres? Est-ce que vous avez une idée, Madame Souillac? Non, mais par exemple, si on prend, pas spécialement précisément, mais bon, maintenant il faut quand même savoir que le corps est composé de beaucoup d'eau. Si on prend par exemple la fréquence du Wi-Fi qui est de 2,4 GHz, qui est aussi la fréquence des fours micro-ondes. Or, un four micro-ondes fonctionne comment? Il fonctionne en agitant les molécules d'eau. Bon. Notre corps humain est quand même composé d'énormément d'eau. Donc si on a une fréquence qui agite les molécules d'eau, voilà, ça c'est quand même un exemple qui semble évident. Après, il y a aussi le corps contient aussi quand même des connexions électriques, des connexions neurologiques, etc. Donc c'est pareil. Mais après là, c'est... Alors justement, c'est là où les tenants de la téléphonie mobile passe son temps à nous rebattre les oreilles en disant il faut que les champs électromagnétiques soient inférieurs à un certain niveau en deçà duquel, eh bien, ils sont réputés comme être inoffensifs. Ah oui, non. Mais alors, la question, c'est comment peut-on déterminer le niveau d'exposition aux ondes en disant que c'est inoffensif? Alors les gens vont vous dire, bon, c'est très simple, vous parliez du micro-ondes, l'élévation de chaleur qui est provoquée par l'émission d'un téléphone est très faible. Néanmoins, un téléphone sans fil va émettre avec une puissance qui est souvent de l'ordre du watt. Et le watt, ce n'est pas rien, parce que vous avez une ampoule qui fait 100 watts, ça éclaire toute une pièce, donc 1 watt, c'est quand même un niveau d'émission qui n'est pas nul. Et je dirais que là encore, si on voit les effets, eh bien, il y a un effet qui est connu, c'est qu'il y a une espèce de prolifération des cancers du cerveau. Ça s'appelle le glioblastome, et le cancer du cerveau est un cancer épouvantable parce que on en meurt très vite, en général quelques mois. C'est rare qu'il y ait des personnes qui résistent pendant plus d'1 an, mais une fois qu'il est déclenché, il est parfaitement mortel. Et d'ailleurs, le seul traitement qu'on peut lui faire, à part la chimiothérapie qui est peu efficace, c'est de brûler avec des rayons les parties du cerveau qui sont atteintes, et c'est épouvantable parce que les personnes perdent peu à peu leur discernement, leur intelligence, leur être même. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est évident que ce glioblastome est provoqué souvent par les téléphones sans fil, puisqu'on constate qu'il y a une forte corrélation entre l'oreille que les personnes utilisent pour écouter leur téléphone, en général on utilise toujours la même, et précisément l'origine de développement des glioblastomes. Et vous avez un autre cancer qui explose, qui n'a aucune raison d'être. Alors prenons l'exemple des enfants, les jeunes enfants,
eh bien normalement, ce sont des organismes très sains et il y a peu de raisons naturelles pour qu'ils se développent des cancers. Et là, vous voyez des jeunes garçons qui ont des cancers du testicule à 14, 15 ans, ce qui est absolument anormal. Et la seule cause qu'on a pu identifier comme possible, c'est celle du fait que ces mêmes enfants tiennent sur les genoux leur ordinateur portable. Alors, l'ordinateur portable émet des ondes. Et donc, le fait que ces ordinateurs portables émettent des ondes et sur les parties génitales est la seule origine possible qu'on a pu trouver pour expliquer cette prolifération de cancer des testicules. Alors, c'est très difficile de prouver une relation de cause à effet entre le fait d'agir et le fait d'avoir un cancer. Je pense que même les fabricants de tabac pendant très longtemps, ont prétendu que les cancers du poumon n'étaient pas liés à l'action de fumer une cigarette. Mais il y a une relation de cause à effet évidente qui est justifiée par la concomitance des faits. Vous avez des enfants qui attrapent un cancer du testicule, comme par hasard, ce sont ceux qui mettaient leur portable sur les genoux. Vous avez des glioblastomes sur le cerveau, c'est comme par hasard à l'endroit où les gens mettaient le téléphone à l'oreille. Et maintenant, vous avez des personnes qui ont des syndromes extrêmement désagréables, et comme par hasard, c'est parce qu'il y a eu la présence d'émetteurs de radiotéléphonie qui se sont installés à côté. Donc c'est plus que des coïncidences et je pense que c'est suffisant pour qu'on puisse admettre une relation de cause à effet. Madame Souillac. Oui, absolument, mais je crois qu'il faut aussi distinguer, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a des, par exemple, quand vous avez, comme vous dites, un émetteur qui s'installe, les personnes à côté peuvent ne rien ressentir. Mais justement, il y a ce qu'on appelle les effets à long terme. C'est-à-dire, c'est pas du tout l'électrosensibilité, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la personne ne ressent rien, simplement au bout de 5, 6, 10 ans, elle va développer ce que vous racontiez, c'est-à-dire elle va développer un cancer. Ce sont vraiment les effets toxiques à long terme, qui ne sont pas liés, enfin qui ne sont pas... Parce que justement l'électrosensibilité hélas, mais c'est aussi un avantage. C'est-à-dire que l'électrosensibilité permet de détecter les niveaux de champ ambiant, étant donné qu'on en souffre immédiatement, tout de suite on les détecte, et donc on s'en protège. Et donc en fait, il faut vraiment distinguer les personnes qui ne sentent pas l'effet des champs électromagnétiques sur leur corps, qui n'en souffrent pas immédiatement, donc qui peuvent téléphoner toute la journée, qui peuvent avoir du Wi-Fi, qui peuvent mettre leur téléphone portable sous l'oreiller pour dormir, ce qui est vraiment hautement déconseillé, mais qui ne ressentent rien, qui n'ont aucun symptôme physique. Ces personnes-là risquent de développer des pathologies très lourdes au bout d'un certain temps. Et alors, regardez, ce n'est pas d'une invention de notre part, vous avez même l'organisation de l'agence de la santé, c'est l'ANVS, l'INVS, non, enfin peu importe, qui recommande de ne pas téléphoner avec son portable à l'oreille plus d'une demi-heure par jour. Et de façon insistante, en disant vraiment c'est une limite qu'il ne faut pas dépasser. Lorsque vous voyez en particulier les jeunes enfants, les adolescents qui ont l'oreille rivée au portable, vous avez envie de crier parce que ces personnes auront des séquelles plus tard qui risquent d'être extrêmement graves. Alors quand je dis les personnes ont des séquelles, un des gros problèmes des questions dont nous parlons, c'est que ça ne touche qu'un petit nombre. C'était une petite proportion. Dans certains cas, cette proportion, comme je le dis pour les personnes électrosensibles reconnues, c'est de l'ordre de 3-4%. Et tous les symptômes ne sont pas dramatiques, c'est-à-dire qu'on peut vivre avec dans certains cas. Dans d'autres cas, on ne peut pas vivre avec. Mais vous avez aussi la fréquence des cancers. Et la fréquence des cancers, la prévalence augmente considérablement. Et je dirais que toutes causes confondues, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, il y a environ 220 000 au moins, le chiffre varie, nouveaux cas de cancer par an, en France. Et il y a en 1974, le chiffre était de l'ordre de 20 000. Et la détection de cas de cancer n'est pas supérieure aujourd'hui qu'en 1974, parce que vous avez des cancers qui sont inoffensifs. Je prends simplement par exemple le grain de beauté
ou la verrue plantaire, c'est inoffensif. C'est-à-dire, on n'a pas besoin, enfin, on n'en meurt pas. Je dis, mais par contre, les cancers qui, eux, ont un pronostic, où le pronostic vital est engagé à terme, si vous voulez, on en trouvait tout autant en 1974 parce que les gens qui attrapaient un cancer en mouraient. Et donc, on savait exactement le nombre de personnes qui étaient atteintes d'un cancer en 1974. Alors, il y a 10 fois plus aujourd'hui qu'en 1974. Il y a certainement des raisons. Et ces raisons, si vous voulez, bon, elles sont souvent environnementales, mais pour ce qui concerne l'électrosensibilité et les ondes, le téléphone mobile, c'est clair, et les émissions des ondes Wi-Fi, c'est clair qu'il y a un danger qu'une petite proportion de personnes développent des cancers à la suite d'une exposition à ces ondes. Mais ça, ce n'est pas vraiment notre sujet. Le sujet enfin si quand même, les ravages des ondes électromagnétiques, mais vous voudriez parler plutôt des personnes dont la vie est, alors essayons d'utiliser un vocabulaire moderne, dont la vie est pourrie par ces ondes. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vrai supplice. Parce que vous parliez un peu là des symptômes de façon un peu légère, je trouve. Parce que quand même, c'est une souffrance qui est un vrai supplice permanent. Donc c'est vraiment une torture pour les électrosensibles. C'est pour ça que la seule solution, c'est de se protéger vraiment de façon extrêmement importante, c'est-à-dire de vivre dans le noir, derrière des protections métalliques, etc. Oui, dormir dans des cages de Faraday. On va vraiment si vous voulez caricaturer la chose, mais il faut par exemple se constituer un bonnet avec un treillis caché à l'intérieur, puisqu'en fait, le fait d'avoir une espèce de treillis métallique, une cotte de maille ou quelque chose d'équivalent, ça empêche les ondes de passer. Alors, mais le problème, c'est que le bonnet, ça suffit pas, parce que les ondes, elles attaquent tout. Alors justement, c'est une question que je voulais vous poser, parce qu'elle n'est pas évidente. On pense que les ondes électromagnétiques qui provoquent ces migraines, les migraines, c'est essentiellement un syndrome, je dirais pas une maladie du système nerveux, mais le problème, c'est une personne qui se met la tête, par exemple, dans un bonnet, on peut très bien rendre la chose confortable qui contient une espèce de treillis à mailles fines. Ouais. Donc, il est à peu près certain qu'avec un bonnet de cette sorte, eh bien, il ne va pas y avoir des ondes électromagnétiques qui vont parvenir au cerveau, ou du moins très peu. Ouais. Est-ce que cette personne développera des symptômes ou pas? Parce que vous avez l'air de dire que c'est tout le corps. Oui, c'est tout le corps, bien sûr. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est surtout le cerveau. Non. Les ondes électromagnétiques, elles attaquent tout le corps. Oui, mais elles attaquent le cœur, elles attaquent la peau, j'ai bien compris. Elles attaquent les jambes, elles attaquent la bouche. Mais justement, le fait d'être sensible, si vous voulez, prenons l'exemple, si vous êtes sensible à un parfum, eh bien, vous avez les récepteurs olfactifs qui sont dans le nez. C'est-à-dire, par exemple, si par exemple vous avez une odeur ou un parfum qui vous incommode, eh bien, si vous mettez l'émetteur au niveau des pieds, ça changera rien pour vous. Par contre, si vous le mettez sous la narine, vous allez, à un seul coup, avoir une réaction forte. Alors, j'aurais tendance à penser, mais peut-être que je me trompe, que les électrosensibles, c'est surtout la tête. Pas seulement, non. Non. Est-ce qu'on a pu le vérifier? Non, mais pas seulement. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez dans les images d'Épinal de vidéos, par exemple, vous voyez sur Internet ou autre, vous voyez des électrosensibles qui sont complètement recouverts de voile, parce qu'il faut protéger tout le corps. Vous prenez des choses aussi dans le dos, dans les os, vous ne pouvez pas, ça peut vous attaquer aussi la marche, vous ne pouvez plus marcher. Vous avez des problèmes de dos, des douleurs musculaires absolument terribles. Vous avez la plante des pieds qui peut fourmiller, vous pouvez recevoir des décharges dans les jambes, il y a toutes sortes de symptômes. Oui. Je dirais, excusez-moi, pour compléter, que tout dépend où se trouve la source d'émission. Par exemple, nous avons à Robin des Toits un exemple assez précis. Alors, vous avez dit un mot, je pense qu'il est intéressant de recommander pour les personnes qui pensent qu'elles pourraient être électrosensibles ou qu'elles pourraient subir des effets délétères de la présence d'émissions nouvelles comme le Wi-Fi, les réémetteurs, qu'il y a des associations qui regroupent les personnes concernées par ce problème et qui leur donnent des conseils. Alors, Robin des Toits en est une. Oui, Robin des Toits en est une, mais il y a plusieurs associations. Il faut toutefois être toujours prudent avec les associations, particulièrement dans le monde de l'alternatif,
parce que aujourd'hui, on assiste à une véritable, comment dirais-je, infiltration des associations qui essaient de dire la vérité. Donc, attention, parce qu'on est dans un monde très, très difficile. Mais il est vrai que Robin des Toits recueille des témoignages et essaie d'aider des victimes. Et notamment, nous avons constaté qu'il y avait une personne, un médecin, qui était atteint d'une tumeur au ventre, tout simplement parce que exposé à 2 box, son appartement se trouve, pour résumer la situation, au-dessus d'une pharmacie. Cette pharmacie est équipée de 2 box qui ont été installées au plafond, et le cabinet médical du médecin en question se trouve juste au-dessus, au premier étage. Et par manque de chance, dans cette rue, il y a également un arrêt de bus connecté qui émet à hauteur également du premier étage. Donc vous imaginez la situation du médecin en question qui se trouve dans un bureau où en face, il y a un arrêt de bus connecté qui lui envoie des ondes électromagnétiques et en dessous, 2 box qui émettent 24 heures sur 24. Eh bien, ça n'a pas tardé. C'est-à-dire que tout le personnel que ce médecin avait engagé dans son cabinet est tombé malade. Tout le monde, électrosensible ou pas. Et ensuite, ce médecin-là est maintenant dans une situation... voilà. Et là, ce n'est pas une tumeur au cerveau, c'est une tumeur au ventre. Tout simplement, on peut imaginer que les box lui arrivent du plancher. Donc, quand il faudra blinder son appartement, bien sûr, il faudra que le sol soit blindé. C'est-à-dire, blindé, il suffit de dérouler un treillis à maille fine. Voilà. Non, c'est plus que ça. Mais il y a beaucoup d'épaisseur aussi. Des choses qui sont très... Et avec les technologies qui vont arriver, ça va encore être Oui, pire. mais ce que je veux dire, un treillis à maille fine est déjà quelque chose d'assez efficace. Ça ne coupe pas tout, mais ça réduit notablement. On peut utiliser aussi des couvertures de survie, mais à condition. Ça, c'est pour des gens qui ont des moyens beaucoup plus modestes, parce que tout ce matériel de protection coûte extrêmement cher. Il faut quand même le spécifier. Alors, la couverture de survie, effectivement, parce qu'il y a un film de je ne sais plus, sur les têtes d'aluminium, qui est enserré entre deux... À condition, cher professeur, d'augmenter, de mettre au moins 5 ou 6 couvertures de survie les unes sur les autres. Oui, parce que ça n'arrête pas tout. Mais ce qui se passe, malgré tout, vous avez cité Robin des Toits. Alors, effectivement, ça fait penser à Robin des Bois, bien sûr, mais c'est pour se protéger surtout des antennes relais. Mais, comme vous disiez, le monde associatif n'est pas toujours très clair. Oui. Et je dirais que je connais au moins un cas, par exemple, d'une personne qui était un parent d'élèves et qui s'est installé dans une association de parents d'élèves, et cette personne était un ancien policier. Ça aurait dû, donc il avait toutes les garanties, et il en a profité pour essayer de voler la caisse de l'association de parents d'élèves. À la fin, il a été condamné, bien sûr. Enfin, bien sûr, ce n'est pas toujours vrai, parce que les associations ne poursuivent pas toujours leurs membres indélicats pour ne pas faire scandale. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malgré tout, même si ces associations sont parfois infiltrées par qui? Alors, il ne faut pas chercher, je dirais, de tomber dans le complotisme, mais bien entendu, ces associations s'attaquent à des intérêts extrêmement puissants. Ces intérêts extrêmement puissants, c'est tous les intérêts de la téléphonie mobile qui voient se développer des gens qui cherchent essentiellement à empêcher le développement des antennes relais. Écoutez, ça les gêne, ils cherchent à contrer leur action. C'est évident, mais pour quelqu'un qui n'a pas d'informations particulières, je ne vois pas vers quoi il peut se retourner autrement que vers le monde associatif. C'est vrai que le monde associatif joue un rôle important. Il y a aussi des personnes individuellement qui agissent. On le verra avec les compteurs. C'est le cas de Stéphane Lhomme. C'était le cas aussi d'Annie Lobé quand elle a commencé cette croisade anti-Linky. Alors oui, là vous êtes en train de parler un peu de la deuxième partie de notre émission, parce que pour le moment on parle des électrosensibles. Et bien entendu, on dit ce qui provoque l'électrosensibilité, c'est-à-dire l'émission d'ondes. Et précisément, ce qui sous-tend tout notre propos, c'est de dire que aujourd'hui les émissions d'ondes prolifèrent. Et il faut essayer d'arrêter cette prolifération. Alors, comme vous disiez, madame,
c'est d'installer des zones blanches, c'est-à-dire... Oui, alors d'abord je voudrais reprendre, c'est-à-dire que vous parliez des pays du Nord et tout, et des normes. Qu'est-ce qui fait que les normes ont été fixées ? Il faut savoir quand même que les normes en France sont les plus élevées possibles. C'est-à-dire qu'il y a des normes qui sont fixées à un niveau européen, mondial, etc. Et, parlons de normes de champ électrique. Voilà, champ électromagnétique. Oui, c'est ça. Normes, voilà. Et donc, ces normes peuvent être adaptées après suivant les États. En France, c'est très simple, c'est la norme maximale possible. 41 voltmètres. Oui, pour une fréquence. Enfin bon, voilà. Mais on a la norme maximale. C'est-à-dire qu'en gros, si cette norme était appliquée, on serait tous grillés de toute façon. Donc voilà, elle est impossible. Bon. Ça, c'est un choix de la France, on va dire, parce que tous les pays européens ne sont pas dans ce cas-là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, effectivement, pourquoi on sait combien il y a d'électrosensibles dans les pays nordiques ? Tout simplement parce qu'en Suède, ça fait très longtemps que l'électrosensibilité est reconnue comme un handicap en fait environnemental. Enfin, c'est l'équivalent dans la législation suédoise. Ça fait très longtemps qu'ils sont pris en compte, dans la législation du travail justement. Et donc, effectivement, c'est beaucoup plus simple de savoir combien ils sont. En France, on n'est pas reconnu. Voilà, les électrosensibles ne sont pas reconnus, ils n'existent pas. En gros, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça commence juste à exister parce que vraiment, à force de se manifester tout, on ne peut plus dire que ça n'existe pas. Mais donc, on ne risque pas de savoir combien il y a de personnes et de toute façon, ça n'est toujours pas reconnu. Ni comme une maladie, ni comme un handicap, ni comme rien. Ça n'existe pas. Alors, je dirais que si on voulait être extrêmement logique dans notre propos, eh bien, je dirais que l'électrosensibilité n'est pas une maladie. Non. C'est quelque chose, les gens sont très sensibles à une attaque environnementale particulière, mais par contre, ça peut être considéré comme un handicap. Absolument. Et ce qui ressort de la plupart de vos propos, c'est qu'on ne peut pas soigner l'électrosensibilité où il est peut-être, enfin disons pour le moment, on ne connaît pas de traitement possible pour l'électrosensibilité. Alors, il faut que je m'interroge aussi, parce que quand je dis que ça n'existe pas, il y a quand même des personnes électrosensibles qui vont devant les MDPH, etc., demander à ce que ce soit reconnu, et au cas par cas, individuellement, après des bagarres, des dossiers, etc., c'est reconnu, parce qu'il y a quand même énormément de personnes qui ne peuvent plus travailler. C'est quand même un problème qui a des conséquences sociales énormes, c'est-à-dire qu'en gros, on ne peut plus habiter chez soi, on ne peut plus avoir de vie de famille, on ne peut plus travailler, on ne peut plus avoir de vie sociale, on ne peut plus prendre des transports en commun, on ne peut évidemment plus avoir de vie culturelle, aller au théâtre, etc. Les réveillons de Noël, les réveillons du jour de l'an sont juste des cauchemars, puisque là, il y a prolifération évidemment des champs électromagnétiques ambiants avec tous les coups de fil par les portables et les SMS dans le milieu ambiant. Enfin voilà, donc en gros, il n'y a absolument plus aucune vie possible. Oui, alors ça, c'est dans les cas extrêmes, bien non. sûr. Non, mais vous avez des gens qui sont modérément électrosensibles. Moi, je vous dirais, moi, par exemple, ça m'empêche de dormir. Mais bon, c'est pas quelque chose... Oui, parce que vous êtes sensible à une seule chose. Oui, c'est possible, mais je veux dire par là, l'électrosensibilité, vous avez les vrais électrosensibles qui souffrent énormément, et vous avez des gens qui ont une électrosensibilité modérée qui peut-être même n'a pas été détectée. Et je dirais que le problème, c'est que c'est au minimum un handicap. Cet handicap, ou ce handicap, n'est pas reconnu en France. Il est reconnu dans les pays nordiques, et la question est ouverte pour savoir si cette sensibilité peut être soignée ou pas. Quand je dis soignée, si vous voulez, pour le moment, il n'existe aucun traitement connu. Mais je pense que comme il s'agit de sensibilité, vous pouvez être désensibilisé, par exemple, pour les odeurs. Il suffit de trouver, par exemple, vous pouvez avoir, par exemple, on peut désensibiliser pour des allergies. Par exemple, et, il y a des traitements qui désensibilisent pour les allergies. Peut-être pourrait-on à l'avenir trouver un traitement qui désensibilise pour les ondes électromagnétiques. C'est un vœu, mais pour le moment, ce traitement n'existe pas, on est bien d'accord. Non, c'est pas un vœu du tout, on n'est pas d'accord. Bon, alors, je vous prie d'exposer, de développer votre propos. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, d'abord, je pense vraiment que c'est impossible de désensibiliser, comme vous dites, parce que quand vous parlez du problème olfactif, par exemple, c'est une zone du corps qui est très précise, qui est quand même, voilà, on va dire autour du nez. Là, justement, on ne parle pas que du cerveau, c'est tout le corps,
c'est une réaction entièrement corporelle qui en plus fluctue. Donc je vois pas comment on peut descendre. C'est comme les allergies, c'est tout le corps aussi. Voilà. Mais par contre, si vous voulez, ce que j'ai dit, c'est que c'est un vœu. Pour le moment, ça n'existe pas. Mais ce qui est effectif, je pense comprendre votre propos, dans la mesure où vous dites que les personnes qui sont électrosensibles, elles demandent rien à la société que de ne pas les agresser. Voilà, C'est-à-dire exactement. qu'elles ont le droit de vivre avec leur électrosensibilité. Mais elles pourraient avoir le choix de se faire désensibiliser si un traitement de ce type existait. Je prends l'exemple suivant. Une personne qui est allergique aux cacahuètes peut très bien dire « je suis comme ça et j'ai l'intention de rester comme ça ». Mais ça peut être quelque chose de désagréable pour elle parce que dès qu'elle va tomber devant de l'huile d'arachide, elle risque de tomber malade. Alors à ce moment-là, elle va chercher à se désensibiliser. Le problème d'une personne qui est électrosensible, c'est son droit d'être électrosensible et de rester. Le vrai problème, c'est que la société agresse ces personnes de toutes sortes de façons possibles. Et c'est cette agression que nous voulons essayer de limiter ou de combattre. Non, mais je voulais aussi vous faire remarquer, est-ce que vous pensez que quand on a été vraiment victime des champs électromagnétiques, des micro-ondes pulsées, qu'on a vu l'effet que ça avait sur le corps, mieux que personne, qu'on a vu comment ça pouvait attaquer tous les organes, toutes les parties du corps, comment ça pouvait faire souffrir. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on est demandeur de quelque chose qui nous permettrait de vivre au milieu de cette technologie agressante sans rien ressentir ? Est-ce que vous croyez vraiment qu'une personne qui a été électrosensible, imaginons qu'il y ait une pilule miracle demain qui fasse qu'elle puisse téléphoner pendant 12 heures par jour ou vivre, mettre un lit au pied d'une antenne relais sans rien ressentir, est-ce que vous croyez vraiment que c'est son rêve et qu'elle rêve de faire ça alors qu'elle connaît les effets. Alors après, effectivement, ça allège la souffrance au quotidien, ça c'est sûr. Ça facilite la vie, c'est sûr. Ça permet au moins à cette personne de travailler, par exemple. Oui, mais si vous voulez, pas tranquille. Parce qu'on est quand même des espèces de radars ambulants, on est quand même des espèces de lanceurs d'alerte, d'accord, mais j'ai bien des espèces compris. de sentinelles environnementales, si vous voulez, qui font que c'est pas, si vous voulez, par exemple, vous prenez l'exemple de la cacahuète, bon, on peut manger de la cacahuète, c'est quand même pas toxique, on va pas en mourir, on va pas avoir des cancers. Oui. Si on mange une petite cacahuète, on va pas avoir un cancer. Si on reste au pied d'une antenne relais, il y a quand même des risques pour la santé qui sont extrêmement avérés. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer. Mais attendez, on est d'accord, mais si vous voulez, on présente la chose de façon différente. Je pense que le point important est le suivant. Pendant des années, par exemple, j'ai travaillé moi-même pour des raffineurs, une raffinerie de pétrole. Bon, et un jour, j'arrive pour développer des conseils scientifiques auprès de cette raffinerie, du service technique, et ça ne sentait plus. Ça sent très fort une raffinerie. Vous sentez le benzène, toutes sortes de produits aromatiques. Ça sent. On pourrait même dire que ça pue lorsque vous avez de l'hydrogène sulfuré dans les gaz. Et là, je ne sens rien. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en grève, à l'arrêt? Il dit, non. On a trouvé un système pour diffuser des antagonistes, c'est-à-dire ce sont des produits qui font que l'on ne sent plus l'odeur de la raffinerie. J'ai dit oui, mais ces produits, c'est quoi? Il m'a donné la composition des produits et j'ai dit c'est très efficace, mais c'est pas toxique ces produits. On dit oui, c'est toxique, c'est beaucoup plus toxique que les gaz qu'on respire dans les raffineries. C'est-à-dire que il est évident que si vous respirez des parfums de benzène, ça peut être cancérigène à terme, mais ça sent la raffinerie, quoi. C'est pas agréable. Et si on ne sent rien, c'est mieux, parce qu'on ne sent rien. Sauf que le prix à payer, c'est de respirer des produits qui, eux, sont beaucoup plus toxiques que l'origine. Alors, on peut voir la chose de cette façon et de dire que les gens qui sont électrosensibles n'ont rien demandé. C'est la société, d'une certaine façon, qui les agresse en multipliant les sources, et elle voudrait avoir le droit de rester elle-même sans avoir à se soigner. Mais je dirais que le fait de leur offrir une porte de sortie de désensibilisation, ça serait comme leur offrir un masque à gaz qui leur permettrait de se promener dans la nature sans tomber par terre. Pour le moment même, ce masque à gaz n'existe pas. De toute façon, déjà, on ne connaît pas la cause, on ne connaît pas
On ne sait pas comment ça agit. Donc on ne peut pas le guérir puisqu'on ne connaît pas la cause. On ne sait pas comment ça agit, et je pense que ça, c'est une question qui vraiment est ouverte au niveau scientifique. On devrait pouvoir faire des études, ne serait-ce que sur des rats de laboratoire. Alors les pauvres rats de laboratoire, ils subissent toutes les expériences possibles en leur disant, on va mettre certains rats avec un micro-ondes, des émissions de radio du niveau du micro-ondes et d'autres sans, et on va voir dans quelle partie du corps ça agit de façon... peut-être que ces études ont été faites, mais on n'en parle pas. Et pourquoi ? Parce que, là encore, il y a un lobby, qui est le lobby des fabricants d'ondes électromagnétiques, des fabricants d'ordinateurs, des fabricants de box, des fabricants de téléphones, qui cherchent à nous imposer ces pollutions réelles, sans qu'on ait notre mot à dire. Alors je dirais qu'il y a des moyens de se défendre. D'abord, pour la mesure des champs électromagnétiques. Vous avez des appareils qui sont en vente libre et qu'on peut utiliser pour voir si, par exemple, on n'est pas dans un endroit où la norme actuelle est dépassée. Enfin là, je dis attention quand même, parce que les fréquences évoluent de plus en plus, elles s'élèvent de plus en plus, et vous pouvez effectivement acheter des petits appareils dans le commerce. Des appareils très professionnels, c'est-à-dire de 500 à 1000 euros. Ça existe. Ils sont beaucoup plus chers, les appareils professionnels. Et justement, maintenant, il y a des tas de fréquences. Par exemple, un faisceau hertzien, vous ne pouvez pas le mesurer avec ces appareils-là. Ce sont des appareils qui s'arrêtent à 6 GHz. Alors, 6 GHz, ça devient... Mais attendez, 6 GHz, c'est énorme. Est-ce qu'il y a bien sûr. Est-ce qu'il y a des émissions de téléphonie qui atteignent 6 GHz ? Bien sûr, bien au-dessus. Les faisceaux hertziens, vous pouvez arriver à 20, 30, 40 GHz, bien sûr. Mais alors ça, ce sont des choses militaires. Non, pas du tout. Vous en avez plein les villes. Ah bon ? Vous m'apprenez quelque chose. Puisque nous sommes dans les protocoles de mesure, je voulais juste apporter un petit élément supplémentaire. Quand des personnes se plaignent, subissent les symptômes dont Mme Souillac vient de parler, il y a possibilité, effectivement, pour ces personnes d'alerter les services publics et de demander des mesures qui vont être faites par des organismes officiels. Et là, la plus grande prudence est de mise quant aux mesures officielles. Là, on ne parle pas du tout des normes, on parle simplement des mesures. Ces mesures, elles vont être faites par des organismes qui vont être agréés COFRAC, parce que si ces organismes ne sont pas agréés COFRAC, ils n'auront pas, si vous voulez, de valeur dans les cas de procès. Or, ces organismes agréés COFRAC n'utilisent pas les mêmes protocoles que des organisations comme le CRIREM, qui ont mis au point un protocole de mesure qui s'appelle le protocole INERIS, et qui, si vous voulez, va mesurer dans un lieu donné à la fois la moyenne des émissions électromagnétiques et en même temps les pics également. Tandis qu'avec les organismes officiels agréés COFRAC, ils vont avoir un logiciel. Je vais résumer leur logiciel en 2 secondes. Excusez-moi parce que je ne suis pas scientifique, donc je vais le résumer brièvement aux auditeurs. Voilà, c'est très simple. Vous avez un chiffre qui s'affiche sur un analyseur de spectre haute fréquence, qui est l'appareil utilisé, qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Nous avons des prestataires, nous, en tant qu'association, qui ont les mêmes appareils, qui vont mesurer au même endroit. Donc le même chiffre va s'afficher, sauf qu'avec les organismes agréés COFRAC, vous allez avoir un chiffre qui va apparaître, qu'ils vont multiplier, on va dire, par les numéros gagnants du loto, et qui vont diviser ensuite par la racine carrée de votre date de naissance, et ils vont obtenir 1,5 volts d'exposition. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors qu'en réalité, nous qui possédons les mêmes appareils, et qui avons des électrotechniciens tout à fait valables, nous allons mesurer 10 volts 5, là où ils vont aboutir à 1,5 voltmètre. Et je peux vous dire comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en réalité, tout le problème, c'est que l'émission qui va déranger une personne électrosensible va se situer typiquement dans une zone de fréquence précise. Pour être factuel, ça va être par exemple une antenne relais, et cette antenne relais va émettre dans une fréquence très étroite, qui correspond par exemple à celle de réception des appareils de téléphonie mobile. Et si vous voulez, ça dépendra
bien entendu, du prestataire de service. Les fréquences ne sont pas les mêmes, elles sont attribuées, et ça va être dans cette plage de fréquence. Donc, si on voulait faire la mesure, il faudrait prendre cette plage de fréquence, l'isoler et regarder quels sont les pics d'émission qui apparaissent sur cette plage de fréquence. Or, dans la plupart des appareils, ce sont des appareils à large spectre qui vont faire la moyenne sur tout le spectre, sur tout un ensemble de spectres. Par exemple, ils vont faire ça de 1 à 3 GHz, par exemple. Et ils vont dire, il y a un petit pic d'émission, mais il faut moyenner sur tout le spectre de fréquence. Et en moyenne, vous allez avoir beaucoup moins. C'est très ennuyeux, ceci, parce que il y a de la part des pouvoirs publics qui cherchent à avoir le moins d'ennuis possible avec les opérateurs de téléphonie, et de la part simplement de particuliers, des intérêts qui sont pas du tout les mêmes. Les particuliers veulent vivre tranquilles, c'est tout. Les opérateurs de téléphonie mobile veulent pouvoir avoir le maximum d'abonnés avec des émissions qui leur coûtent le moins cher possible. Et quant au pouvoir public, qu'est-ce qu'ils privilégient ? Je dois dire qu'ils ont tendance à privilégier les industriels par rapport aux individus. Alors ça, vous me direz pourquoi ? C'est une bonne question. C'est-à-dire que on pourrait poser la question autrement. Vous avez des électeurs qui veulent vivre tranquillement. Et vous avez de l'autre, par exemple, un opérateur de téléphone qui veut réaliser le maximum de profit. Pourquoi diable le gouvernement accorde-t-il la priorité au second par rapport au premier ? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une complicité ? Ah, ça, c'est vous qui le dites, mais ce que je dis, c'est qu'on peut concevoir qu'il y ait des connivences. Et en même temps, les gens vous disent, c'est pareil partout. Ce n'est pas vrai. C'est pas pareil, justement, au niveau, par exemple, dans les pays scandinaves, où le champ électromagnétique est à des normes beaucoup plus basses qu'en France. Alors, bien entendu, est-ce que vous avez, à votre connaissance, une espèce de progrès vis-à-vis des normes qui sont imposées au niveau de l'Europe, ou c'est de l'anarchie ? Nous savons que dans certaines villes, comme la ville de Salzbourg, il y a eu des efforts qui ont été faits. Mais en tout cas, en France, on est particulièrement mal lotis. Et il y a ce que certains journalistes de Mediapart ont mis en exergue dans un article, je n'ai plus la date en tête de cet article, le pouvoir de la corruption du pouvoir. Je crois que ça résume parfaitement la situation actuelle en France. Ce sont les opérateurs eux-mêmes qui font les normes. Donc c'est exactement comme si on disait dans le milieu policier que c'est un dealer qui va établir la norme au-delà de laquelle... Mais vous avez des choses épouvantables, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez des exemples, madame, vous les connaissez bien, madame Souillac, vous les connaissez bien, c'est-à-dire où l'on installe des émetteurs de téléphonie mobile à proximité d'une école maternelle, par exemple, et tous les enfants se trouvent incommodés. Alors, il faut ensuite faire des efforts, des associations de parents d'élèves, des directeurs d'école pour Très difficile. Par pitié, enlever Vous avez des cas comme ça? Bien sûr. Bon. Mais ce qu'il faut savoir aussi, justement, c'est que non seulement ce sont les normes les plus élevées d'Europe, mais ce sont des normes qui ont été fixées en prenant en compte généralement uniquement les effets thermiques. Oui. Et en plus de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études non plus sur les effets à long terme, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va dire, il faut qu'une antenne relais ne l'émette pas à plus de temps, 40 voltmètres, 60 voltmètres, etc. Mais on ne donne pas non plus la durée. C'est-à-dire, même si l'antenne émet à 0,6 voltmètres, mais quel est l'effet de rester même devant quelque chose qui émet très très peu à très long terme ? Ça, c'est autre chose qui n'est absolument pas examiné aussi. Et puis donc, justement, ces normes sont fixées à partir des effets thermiques uniquement. C'est-à-dire, c'est l'effet du micro-ondes. Comme beaucoup de fréquences du téléphone sont voisines des fréquences qui sont utilisées pour les micro-ondes, tout le monde peut le constater. Vous mettez votre portable sur l'oreille et vous téléphonez pendant un certain temps, ça chauffe. Voilà. Ça chauffe. Alors, le fait que ça chauffe est quelque chose qu'on peut considérer comme désagréable, mais c'est surtout inquiétant. Parce que ça veut dire que les fréquences de téléphone portable induisent dans le cerveau des courants électriques qui sont suffisamment forts
pour que ça engendre une élévation de la température du cerveau. Voyez-moi ça, Mais pas ça rien. ne fait pas que ça. Justement, Non, ça ça ne fait prend pas pas que en ça. compte toutes les modifications d'état biologique, etc. Enfin, toutes les conséquences, justement, des effets des champs électromagnétiques sur la santé. Et ça ne les prend pas en compte. En fait, ce sont des normes qui sont quand même, en plus, assez anciennes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été revues récemment. Donc, Alors que la technologie ne cesse d'évoluer quand même. si je voulais donner une première conclusion de cette heure, de la première heure d'émission, où nous sommes sur Radio Courtoisie, où nous recevons Madame Dominique Souillac et Madame Irène Sauty de Chalon, toutes deux surdiplômées et lanceuses d'alerte. Je ne vais Surtout lanceuse d'alerte. Oui, et justement, eh bien, si vous voulez, lanceur d'alerte, et justement, je rappelle que Madame Souillac est la fondatrice de la société EHS France. Pour La société. L'association, l'organisation, qui est pour la reconnaissance de l'électro-hypersensibilité et la défense des électrosensibles. Premièrement, l'électrosensibilité est quelque chose qui n'est pas une lubie, ça existe. Vous avez des tas de personnes qui sont atteintes de ce syndrome, qui n'est pas une maladie, qui est simplement une sensibilité particulière. Et ces personnes sont rendues malades, en quelque sorte. Là, c'est véritablement malade, c'est-à-dire avec des migraines et d'autres, par la présence d'ondes électromagnétiques qui ne sont pas désirées. Donc, ces personnes existent et elles sont en nombre, et je rapporte le chiffre de 3 à 4%, ou peut-être davantage, qui est celui reconnu par les pays comme la Suède, le Danemark et la Norvège. Bon. Donc, ces gens-là existent, ils souffrent, et une deuxième chose, c'est que il n'y a pas de traitement pour désensibiliser, c'est-à-dire que même ce n'est pas souhaitable qu'il y en ait. Et deuxièmement, en France, leur handicap par rapport aux ondes électromagnétiques n'est pas reconnu. Et ensuite, par-dessus le marché, tout est fait en France pour que la quantité d'ondes électromagnétiques augmente en permanence par toutes sortes de méthodes, et même le seuil maximum admissible est complètement irréaliste et ne prend pas en compte le niveau de souffrance des personnes qui sont exposées à ces champs. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, mais ne protège même pas la santé des personnes. Enfin, et le problème, c'est que du coup, même en dehors des problèmes d'électrosensibilité, quand on fait des mesures d'antenne relais ou de n'importe quel émetteur, comme les compteurs dont on va parler après, etc., on est toujours en deçà des normes. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est même pas la peine d'aller faire des mesures, on sait qu'on sera en dessous. Oui, on ne sera jamais à 40 voltmètres. Ces normes ont été imposées pour le plaisir des opérateurs, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faudrait que l'on revienne à des niveaux de normes raisonnables, ne serait-ce que pour s'aligner au niveau européen sur les normes des pays scandinaves. Est-ce que ceci vous paraît déjà un progrès ? Normes des pays scandinaves. Et puis, par exemple, il y a eu un rapport qui compulsait, qui est le rapport Bioinitiative, qui compulsait des centaines et des centaines d'études, qui préconisait, en fait, de mettre en place 0,6 voltmètre à l'extérieur, en moyenne ambiante, on va dire, et 0,2 voltmètre à l'intérieur des bâtiments. Voilà. Ce qui, pour eux, représentait le seuil de santé. Ça vous donne une idée entre là où on est, vous voyez, actuellement en France, et ce qui est préconisé au niveau de la santé. Et ça, c'est repris notamment il y a eu la résolution 1815 du Conseil de l'Europe en 2011, qui déjà parlait aussi la même chose, de prendre dans son article 8.1 qui disait de prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire l'exposition aux champs électromagnétiques. De revoir les fondements scientifiques des normes actuelles d'exposition. Alors ce rapport, c'est un rapport du Parlement européen. Non, c'est pas un rapport, c'est une résolution. Une résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, voilà, qui date, c'est la résolution 1815 de 2011, qui disait clairement... Alors, juste, excusez-moi, je vous interromps, mais je dirais que nous voulons toujours rester factuels dans cette émission. La résolution en question peut être retrouvée par n'importe quel internaute qui va sur Internet et qui va vous taper par exemple sur un moteur de recherche. Résolution 1815. Résolution 1815 qui date de 2011 du Parlement européen. Et là, vous allez trouver tout ça. Absolument. Et ce sera sous la forme d'un fichier imprimable. C'est quelque chose qui existe et qui est officiel.
Alors, je vous prie de continuer. Alors justement, par exemple, cette résolution dans son article 8.2.1 dit de fixer un seuil de prévention pour les niveaux d'exposition à long terme aux micro-ondes en intérieur, conformément au principe de précaution, ne dépassant pas 0,6 volts par mètre et de le ramener à moyen terme à 0,2 volts par mètre. Bon, donc c'est ce que souhaite cette résolution. Et actuellement, c'est quoi ? C'est 41 volts par mètre, 60 volts par mètre, suivant les fréquences. Alors, à Paris, dans les étages élevés, nous trouvons des appartements exposés à plus de 10 volts par mètre, ce qui est énorme. Les personnes ne peuvent plus rester dans leur appartement. Et je n'aborde pas ici le sujet de la dévalorisation des appartements, évidemment. C'est-à-dire que c'est 50 fois le seuil maximum admissible, suivant les fréquences, recommandé par le Conseil de l'Europe, c'est ça. Oui, et puis par le rapport bioinitiative. Bon, alors, voilà. Mesdames, ces choses ne sont pas nouvelles. Non. Parce qu'en particulier, par exemple, l'association Robin des Toits a été fondée quand ? Elle a été fondée dans les années 2000. Oui. Donc, se sont attaqués. Mais ce ne sont même pas les premiers à s'être attaqués au problème. Très bien, mais ça date de 15 ans ou plus. Et l'EHS France, elle date de quelle année, puisque vous en avez été la fondatrice ? 2006-2007. Donc, ça fait entre 10, 15 et 20 ans qu'on parle de ça, que la Commission européenne... Pardon, pas la Commission européenne. Le Conseil de l'Europe, c'est différent, parle de ça, fait des rapports, et qu'est-ce qui se passe en France ? Rien. Alors, en France, la situation est de plus en plus dramatique parce que les opérateurs utilisent les sites qui sont déjà en place, notamment sur les toits, puisque ça se passe en général sur les toits. Je sais qu'en Angleterre, bientôt, ça sera tous les clochers qui seront réquisitionnés dans les villages pour servir d'émetteurs. En France, c'est déjà le cas dans certains villages et villes moyennes. Donc là, c'est encore un autre sujet. Et concernant les sites, il faut dire que les opérateurs ne se gênent pas pour rajouter des antennes sur des sites où ils ont déjà obtenu des autorisations, mais ils ne demandent pas forcément des autorisations. Et ils rajoutent, si vous voulez. C'est exactement comme pour les éoliennes, où lorsqu'un opérateur a réussi à installer une éolienne de 50 mètres de l'eau, il n'a pas besoin de demander un permis spécifique pour en rajouter pour avoir sur le même site, le même point, une éolienne de 200 mètres. Alors qu'en fait, une éolienne de 50 mètres de haut est associée à un éloignement spécifique des habitations. Si vous multipliez par 3 ou par 4 même sa hauteur, ça veut dire que l'impact environnemental qu'elle va avoir va s'étaler sur une distance beaucoup plus grande. Et donc il y a le même phénomène avec les antennes relais, c'est-à-dire qu'une fois qu'une antenne relais est installée, vous avez d'autres antennes relais qui fleurissent au même site, sur le même mât, au même endroit, et qui vont multiplier de façon très significative les émissions. Alors, caché, professeur, caché dans de fausses cheminées, c'est maintenant l'objectif des opérateurs que de les rendre invisibles. Alors, ce qui se passe, c'est que là-dedans, nous sommes dans un sentiment véritablement d'accablement et d'impuissance parce que les pouvoirs publics ne font rien et même la présence d'une personne qui se présente comme un écologiste professionnel, qui est monsieur Nicolas Hulot, ne change absolument rien à cette situation. C'est-à-dire que même la situation est pire avec monsieur Hulot qu'elle l'était avec la personne qui était le dernier ministre de l'Environnement, c'est madame Royal. Il ne se passe rien, ni avec l'un, ni avec l'autre. Avant, pendant et après. Avant non plus, d'ailleurs. Et donc, il faut quand même dire que ça devient critique, parce que vous avez des quantités de personnes qui sont malades, et personne ne fait rien, personne ne s'en occupe. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a Laurence Abeille qui a essayé de proposer une loi... il y a quelque temps, qui finalement a été adopté, mais qui a été adopté complètement expurgé, c'est-à-dire qu'il restait presque plus rien dedans. Voilà. Donc, et finalement, on en arrive à un point où effectivement, en France, grosso modo maintenant, quand on n'est pas exposé à au-dessus de plus de 10 voltmètres, ce qu'ils appellent les points chauds, finalement, c'est normal. C'est-à-dire, si vous êtes à 5 ou 6 voltmètres en permanence... Mais c'est dramatique, parce que 5 et 6 voltmètres, c'est comme... Oui, mais par exemple, à Paris, il y avait une norme. Alors, c'est vrai que nous, on s'occupe plutôt des électrosensibles, on n'est pas vraiment là-dedans tout le temps. Mais par exemple, à Paris, il y avait une charte qui était, je crois, à 6 volts.
mètres. Et je crois que c'est vrai que nous, c'est pas vraiment notre créneau, mais même à Paris, la charte a augmenté. Alors qu'il y avait une charte qui protégeait un peu plus que la charte nationale, on va dire. Et elle a augmenté. 0,6. Elle était à 6 voltmètres, je crois, globalement. Elle est passée à 7 ou 5,7. Enfin, voilà. Donc, on est dans une situation où vous avez des tas de personnes qui sont envoyées à une situation de désespoir et contre lesquelles les pouvoirs publics ne font rien. Mais déjà, quelles sont les méthodes ? Imaginez que vous soyez vous-même, par exemple, extrêmement électrosensible et que vous vous trouvez incommodé en prenant le train, le métro, l'avion et même la voiture avec des émissions, puisque tous les conducteurs présentent comme un progrès extraordinaire d'avoir un émetteur de Bluetooth ou de Wi-Fi même dans la voiture. Et ben, ça, souvent, on peut le couper encore. Enfin, on peut arriver à le couper, il faut trouver comment ça se passe. Parfois, c'est déconnectable, mais bon, déjà. Et puis, si vous voulez, on vous oblige également à avoir chez vous une connexion Internet. Vous êtes obligé de faire ça même pour déclarer vos impôts. Sinon, vous avez une amende. Vous êtes obligé de passer par ça. Ah non, on n'a pas. Enfin, bref. Oui, mais on n'est pas obligé d'avoir. On n'est pas du tout obligé pour avoir Internet d'avoir une box qui émet en Wi-Fi. Pas du justement. Tout, du tout. Alors, les conseils que je voulais donner aux gens, c'était les suivants. Il faut se protéger contre ça. Absolument. Alors, pour se protéger, déjà, eh bien, il faut savoir que toutes les box, la plupart, eh bien, le Wi-Fi est déconnectable. C'est-à-dire que vous avez un bouton qui vous permet d'arrêter le Wi-Fi. Donc, à la limite, vous avez cette box qui vous sert pour le téléphone ou vous sert pour autre chose. Vous pouvez connecter ou déconnecter le Wi-Fi. Ça, c'est déjà un progrès. Mais ça ne vous protégera pas du Wi-Fi des voisins, par exemple. Non, mais en plus, vous n'êtes pas obligé d'avoir une box. Vous pouvez avoir un modem qui ne marche pas en Wi-Fi du tout, avec un téléphone filaire tout à fait classique. Parce que le problème avec les box, c'est qu'après, il faut arriver à avoir un téléphone filaire. Parce que souvent, on impose un téléphone DECT avec. Oui, il faut se battre un petit peu. Et je dirais même plus, en fait, beaucoup d'opérateurs cherchent à imposer des box dont on ne puisse pas déconnecter le Wi-Fi parce que ça permet à ce qu'on appelle les Wi-Fi nomades. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la rue pourront se connecter à votre Wi-Fi sans que vous le sachiez et avoir pour ça toutes sortes de connexions. Donc c'est quelque chose qui n'est pas inoffensif, mais déjà on peut se battre avec son propre Wi-Fi, son propre modem pour essayer d'en limiter les effets. On peut désactiver le Wi-Fi de son ordinateur aussi. Bien sûr. Et on peut rester vigilant quant à son environnement immédiat également. Alors, si vous voulez, il nous reste peu de temps parce que nous arrivons à proximité de la coupure médiane. Eh bien, dans la deuxième partie d'émission qui va venir, nous allons donner toutes les recettes possibles pour se prémunir contre ces émissions, même si on ne peut pas empêcher au niveau gouvernemental qu'elles aient lieu. Et en particulier, nous avons parlé beaucoup des fameux compteurs Linky et Gaspard, qui sont encore une façon d'envahir notre précaré, c'est-à-dire vous dites en fait en France charbonner et mettre chez soi, mais de moins en moins. Alors, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la suite de notre émission. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des sciences et des techniques dirigé par Paul de Hevels. Émission préenregistrée pour la première partie le 23 mai 2018, pour la seconde partie le 14 mars 2018, diffusée vendredi 1er juin 2018 de 18h à 21h et réalisée par Arnaud, Franck et Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accéder à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.